Bonjour mes chers élèves, dans ce chapitre, donc, on va commencer le premier chapitre du premier semestre, premier essai. Donc tout d'abord, avant de commencer les chapitres ou bien le semestre, il faut tout d'abord donc donner une définition pour la matière, parce que donc cette matière, donc les SVT, c'est nouvelle pour vous. Bien sûr, donc la matière SVT, donc sciences de la vie et de la terre, ça veut dire sciences de vie et de la terre. Donc, comme vous voyez ici, donc la matière elle se divise en deux disciplines. Sciences de la vie, ça veut dire sciences des êtres vivants ou bien études des êtres vivants, et aussi donc sciences de la terre ou bien l'étude de la Terre et tous les constituants de la Terre, à savoir le sol, etc. Donc, tout d'abord, on va commencer la définition de la matière, bien sûr. Donc, la science, ou bien définir la science de la vie et de la Terre. Donc, la définition des sciences de la vie et de la Terre. Les sciences de la vie, ou ce qu'on appelle la biologie, sont des sciences qui étudient les êtres vivants, les animaux, les plantes et les micro-organismes. Micro, ça veut dire et les très petits organismes, ça veut dire êtres vivants, et leurs caractéristiques dans un milieu de vie. Et bien sûr, ST, ça veut dire sciences de la Terre, ou bien ce qu'on appelle la géologie. On va le voir bien sûr donc, au deuxième semestre. Voilà, donc première unité. La première unité, ça veut dire dans le premier semestre, on va traiter donc les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu de vie. Les relations entre les êtres vivants, donc les relations bien sûr alimentaires, les relations de reproduction, les relations de respiration, etc. Donc tout ce qui est bien sûr entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Donc, le programme de la première unité ou bien du premier semestre, le chapitre 1, découvrir un milieu naturel. Deuxième chapitre, la respiration dans différents milieux. Troisième chapitre, l'alimentation chez les êtres vivants. Quatrième chapitre, donc les relations trophiques au sein d'un milieu naturel. Et le dernier chapitre, la classification des êtres vivants et les équilibres nutritionnels. Donc, le premier chapitre, c'est découvrir un milieu naturel. Donc, comment on peut découvrir un milieu naturel? Ça veut dire l'étude d'un milieu naturel. Et c'est mieux, bien sûr, de se déplacer, de faire ce qu'on appelle une sortie écologique ou bien une sortie en général biologique pour étudier le milieu naturel. Ou bien pour étudier le milieu naturel, il faut le visiter. Donc, les exemples ici donc, du milieu naturel, je vous donne donc quelques exemples. Un milieu naturel, comme définition, tout d'abord, c'est un endroit qui regroupe donc, les êtres vivants et bien sûr les composantes non vivantes, ou bien l'eau, par exemple, l'air, etc. Donc, plus que les êtres vivants, on trouve dans un milieu naturel les composantes non vivantes. Donc, bien sûr, le milieu naturel, il se compose principalement des végétaux et des animaux comme composantes vivantes et les composantes non vivantes comme par exemple l'air, le sol, etc. Donc, les montagnes, par exemple, ce sont donc des milieux naturels puisqu'ils contiennent des êtres vivants et des composantes non vivantes. La forêt, par exemple, c'est un être vivant, c'est un milieu naturel aussi, plutôt donc qui contient donc des êtres vivants. Aussi, donc le désert aussi c'est un milieu naturel, voilà. Aussi donc bien sûr donc les étangs, les mers, bien les océans, les lacs, donc ce sont tous donc des milieux naturels. Donc il se fait bien sûr d'avoir donc des êtres vivants et des composantes physiques dans un endroit pour le classer parmi donc les milieux naturels. Donc le lac aussi, etc. Voilà, donc ce sont tous donc des exemples du milieu naturel. Introduction, donc la répartition des êtres vivants sur notre planète n'est pas due au hasard, donc n'est pas au hasard. Bien sûr, la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel n'est pas au hasard. Pourquoi? Parce que donc on trouve donc certains êtres vivants qui caractérisent par exemple les déserts et d'autres qui caractérisent par exemple les neiges ou bien les régions où on trouve donc les neiges ou bien les températures qui sont très très basses. Voilà, donc c'est pour cela on peut dire que les facteurs soit édaphiques ou bien du sol
ou bien les facteurs donc, climatiques comme la température, l'humidité, la salinité par exemple, la luminosité, donc sont tous donc, des paramètres climatiques qui interviennent lors de la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. Par exemple, dans le sol, on trouve des êtres vivants qui caractérisent le sol. Pourquoi il vit dans le sol? Parce qu'il aime l'obscurité. Donc, mais il est lié à des conditions d'adaptation au milieu naturel. Donc, les questions dans ce chapitre. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un milieu naturel? Ça veut dire la définition d'un milieu naturel. Donc, il y en a donc plusieurs définitions. Quels sont les constituants d'un milieu naturel? Donc, il se compose de deux composantes, la composante vivante et la composante non vivante. Quels sont les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel? Donc, pour étudier un milieu naturel, surtout si on veut faire une sortie biologique ou bien écologique, donc ça nécessite plusieurs outils à utiliser lors de la sortie biologique. Enfin, donc, quelle est l'unité de structure des êtres vivants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les êtres vivants, ils sont différents. Bien sûr, donc, il y a un point commun entre tous les êtres vivants. C'est la cellule. On va voir, bien sûr, c'est quoi une cellule et quelle est la différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc, tout d'abord, découvrir des milieux naturels. Donc, la diversité des milieux naturels, bien sûr, donc ils sont diversifiés. Ça veut dire qu'on distingue entre plusieurs milieux naturels selon, bien sûr, la composante de ce milieu ou bien de chaque milieu. Dans la nature, il existe de nombreux endroits différents. Par exemple, la forêt, les rivières, les étangs, les lacs, etc. Donc, ce sont des milieux naturels. Ces endroits s'appellent donc des milieux naturels qui sont très diversifiés. Petit 2, donc les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. Donc, pour étudier un milieu naturel, donc, on peut utiliser donc, pas mal d'outils. Par exemple, les lames donc, du verre, par exemple, les boîtes en plastique, le morceau donc, de gelotte pour arracher donc, des échantillons, la loupe, par exemple, la boussole, la carte, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs outils à utiliser lors de la sortie écologique. Donc, la présence d'un être vivant dans un milieu naturel dépend de ses caractéristiques de ce milieu est telle que la température, le taux de l'humidité et la luminosité. Troisièmement, donc les composantes d'un milieu naturel. Donc un milieu naturel est un paysage naturel bien identifié qui renferme quoi? Une composante vivante, c'est-à-dire les animaux, ou bien ce qu'on appelle la faune d'un milieu, et les végétaux, donc la flore et les micro-organismes. Donc la flore, donc c'est l'ensemble des végétaux. Et les micro-organismes, ce sont des êtres vivants microscopiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas les observer à l'œil nu. Une composante non vivante, donc le sol, l'eau, l'air, les roches, etc. Le sol est un milieu naturel. Pourquoi on considère donc le sol comme un milieu naturel? Parce qu'il contient des êtres vivants. Donc, l'exemple d'un milieu naturel qu'on va étudier donc, dans ce chapitre, c'est le sol. Pourquoi donc? Parce que le sol contient pas mal donc, des êtres vivants comme les vers de terre, comme les fourmis, comme les pseudoscorpions, etc. Donc, on peut trouver d'autres êtres vivants dans le sol en utilisant l'appareil de Berlez. L'appareil de Berlez, c'est l'appareil très important qu'on peut utiliser pour extraire la microfaune du sol. Ça veut dire les êtres vivants du sol. Donc, cet appareil, il se base sur quoi? Il se base principalement sur la lumière. Donc, puisque les êtres vivants du sol, ils n'aiment pas la lumière, ils détestent la lumière. Et donc, comme les cambrioles, donc les acariens, les larves d'insectes, les nématodes, les pseudoscorpions, donc la faune et bien sûr donc ou bien ce qu'on appelle la microfaune. Donc, il suffit donc d'utiliser la loupe pour observer la microfaune et ou bien le microscope pour observer donc les micro-organismes du sol. Voilà. En concernant donc le sol, on va voir bien sûr quelques exemples des êtres vivants qui vivent donc dans le sol. Donc, voilà donc quelques exemples donc des êtres vivants avec l'observation microscopique. Voilà donc un exemple du sol avec les êtres vivants qu'on peut trouver. Donc les pseudoscorpions, le colimbole, l'ambrique, donc les larves d'insectes, etc.
et bien sûr aussi les bactéries ou bien donc les champignons. Donc on remarque un être vivant est un être qui peut respirer, se nourrir et se reproduire. Donc c'est trois caractéristiques, ce qu'on appelle les caractéristiques des êtres vivants. Ça veut dire que tous les êtres vivants respirent, se nourrir et bien sûr se reproduire. Donc, tous les êtres vivants se reproduisent, se nourrissent et donc respirent. Un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu. Donc, en définition, bien sûr. Donc, la conclusion de cette première partie, donc, un milieu naturel, il se compose donc d'une composante non vivante et une composante vivante. La composante vivante, ce sont donc l'ensemble des animaux et des végétaux et des micro-organismes. Et la composante non vivante, donc l'air, l'eau et le sang. Maintenant, grand 2, l'unité de structure de tous les êtres vivants. Donc, malgré que les êtres vivants sont très diversifiés, mais il y a un point commun, donc on a déjà vu, bien sûr, ou bien qu'on a déjà dit, donc c'est la cellule. Donc, pour réaliser une vue microscopique, on a besoin d'un microscope, instrument d'optique qui permet donc les grossissements et l'observation des objets très minces. Donc, premièrement, donc, l'observation microscopique de l'épiderme d'oignon. On va commencer par l'étude d'un exemple d'une cellule végétale. Donc, puisque l'oignon c'est un végétal, ça veut dire on va trouver donc les cellules végétales. Donc, on occupe donc le bulbe en deux, on prélève avec une pince fine, donc la mince particule ou bien pellicule de l'intérieur d'une écaille d'oignon. On dépose donc la pellicule entre la lame et la lamelle, donc bien sûr du verre. Pourquoi on utilise le verre ici? Parce que donc il est transparent avec une goutte d'eau. Ou bien on peut utiliser un colorant chimique pour bien observer donc le noyau. On observe donc la préparation au microscope. Donc voilà donc l'observation microscopique après bien sûr l'observation d'une partie donc de l'écaille d'oignon avec le microscope. Donc vous voyez ici donc un ensemble de cellules végétales. Donc chaque cellule végétale contient au milieu donc le noyau et délimité par une paroi ou bien ce qu'on appelle une membrane donc plasmique avec bien sûr la présence de la paroi cellulosique chez les cellules végétales. Donc vous voyez ici donc qu'ils ont quoi? Une forme géométrique hexagonale. Voilà, donc c'est pas comme la cellule animale. On va voir après. Donc l'observation microscopique d'une cellule végétale, donc l'observation microscopique montre des unités de forme hexagonale contiennent quoi? Un noyau, un cytoplasme, une membrane plasmique et une paroi cellulosique. Cette paroi cellulosique, ou bien cette dernière, on ne peut pas donc la trouver chez les cellules animales. Donc ce sont des cellules végétales. Observer donc au microscope une cellule animale. Maintenant, donc, on va voir l'exemple d'une cellule animale. Donc, ce sont des cellules de tissu buccal de la bouche. Donc, manipulation à l'aide d'un coton-tige, frotter légèrement l'intérieur de la joue, disposer ce prélèvement sur une lame, ajouter une goutte de colorant, le bleu de méthyline, et recouvrer avec une lamelle et observer donc au microscope. Bien sûr, donc après l'observation microscopique, on peut trouver donc les cellules animales. Vous voyez ici la différence entre la cellule animale, bien sûr, et la cellule végétale. Donc, il y a une grande différence. À savoir, bien sûr, donc, la forme de la cellule animale, donc, il est arrondi, avec toujours la présence du noyau comme point commun des deux cellules. Donc, l'observation microscopique d'une cellule buccale, l'observation microscopique montre des unités de forme sphérique maintenant, par hexagonale, contient quoi? Donc, un noyau, un cytoplasme et une membrane plasmique. Ce sont des noyaux animaux. Maintenant, petit 3, donc, l'observation microscopique d'un micro-organisme. Maintenant, on va voir bien sûr un micro-organisme. Puisque donc les êtres vivants ils se divisent en deux types selon le nombre des cellules. Il y a ce qu'on appelle les êtres vivants unicellulaires, ça veut dire qu'ils se composent d'une seule cellule, et des êtres vivants pluricellulaires, ça veut dire qu'ils se composent de plusieurs cellules. Comme l'homme, par exemple, il se compose de milliards de cellules. C'est pour cela donc l'homme, c'est un être vivant pluricellulaire. Mais il y a des êtres vivants unicellulaires. On va voir l'exemple de la paramécie. La paramécie, c'est un être vivant animal donc, qui vit donc dans des lacs salés, bien sûr,
et c'est un être vivant unicellulaire, ça veut dire qu'il se compose d'une seule cellule. Donc, dans un tube à essai, on met donc un peu de l'eau prélevée donc d'un lac ou d'un cours d'eau. Une semaine après, donc, un voile ou bien une couche se développe à la surface de l'eau. Cette couche, bien sûr, elle va contenir quoi? Donc, des êtres vivants unicellulaires. On place entre la lampe et la lamelle un peu de voile, puis on observe sous le microscope optique. On voit bien sûr donc, ce qu'on appelle la paramécie. Donc voilà donc, un exemple de la paramécie. C'est un être vivant unicellulaire, ça veut dire qu'on compose d'une cellule. Vers l'extérieur, il y a des îles avec lesquelles donc, la paramécie se déplace. Et bien sûr, le corps se délimite par une paroi cytoplasmique et à la donc, au centre, on trouve donc le noyau et le cytoplasme. Donc, observation microscopique montre la présence d'un être vivant formé d'une seule cellule avec des cils sur toute la membrane. Cette cellule contient donc un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. Cet micro-organisme s'appelle quoi? La paramécie. Enfin, donc, la conclusion, donc, comme vous voyez ici, donc, d'après donc, ce chapitre, on a étudié donc, le milieu naturel, comment on peut déterminer donc, les êtres vivants du milieu naturel, quels sont les composants du milieu naturel, la définition d'un milieu naturel, des exemples des milieux naturels et bien sûr la diversité des êtres vivants du milieu naturel. Et enfin, donc, la cellule, le point commun entre tous les êtres vivants. Donc, on peut considérer la cellule comme l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Chaque être vivant, il se compose au moins d'une seule cellule. Donc, l'homme, les animaux, les végétaux, et malgré leur diversité, sont constitués de cellules. Donc, la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Il se compose de noyaux, membranes plasmiques, etc. Certains êtres vivants sont donc unicellulaires, c'est-à-dire formés d'une seule cellule, comme par exemple la paramécie, alors que la majorité des êtres vivants, les animaux et les végétaux, sont pluricellulaires, c'est-à-dire ils se composent de plusieurs cellules. Enfin, donc, l'ensemble des cellules qui ont la même forme et la même fonction, ou bien le même rôle, on appelle un tissu. Ça veut dire qu'on peut, bien sûr, classer les éléments dans le corps comme suivant. Donc, la cellule, l'unité la plus petite, puis l'ensemble des cellules, ils forment ce qu'on appelle un tissu. L'ensemble des tissus, ils nous donnent un organe, et l'ensemble des organes, ils donnent donc l'appareil. Et l'ensemble des appareils, ou bien du système, ils nous donnent ce qu'on appelle donc le corps bien organisé. Voilà donc, mes chers élèves, donc, notre cours ou bien notre chapitre touche à sa fin. Donc, je vous remercie et à la prochaine, bien sûr, fois, ou bien à la prochaine, donc, ou bien dans le prochain chapitre. Merci. Au revoir.